En manchette ce soir, près de 177 millions de dollars pour le réseau routier et aéroportuaire de la région. Asphaltage, réfection ou encore reconstruction pour rendre les déplacements plus sécuritaires. Pas de camp de jour à Saint-Germain-de-Boulay cet été. Et le festival Allier-le-Fest de la Sarre tire sa révérence. Bonsoir tout le monde et bienvenue parmi nous. Près de 177 millions de dollars, c'est le montant que Québec investit pour le réseau routier et aéroportuaire afin de rendre les déplacements plus sécuritaires en Abitibi-Témiscamingue. Explication de Kémilia Laliberté. 117 millions de dollars vont être investis dans les 2 prochaines années dans les réseaux de transport routier et aéroportuaire de l'Abitibi-Témiscamingue. Selon le ministre responsable de la région, Jean Boulet, il faut continuer de s'attarder aux infrastructures pour assurer la sécurité et le confort des routes. On a une stratégie au ministère des Transports pour combler ce déficit d'infrastructure qui est vraiment un enjeu important. Vous le savez comment la mobilité est importante, l'accès à notre territoire. Si on veut devenir plus attractif, améliorer notre rétention du capital humain qui est dans notre région. Et il y a une stratégie qui se déploie d'ici 2031 qui vise à régler cette problématique-là qui génère un déficit d'infrastructure. Mais on essaie de combler les écarts et ça va se faire graduellement. Ça ne se réglera pas du jour au lendemain. La reconstruction du revêtement de la route 117 entre les kilomètres 386 et 398 dans la réserve faunique et de la route 109 entre la halte routière de la Motte et Amos sont entre autres prévues. Le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, se réjouit aussi de l'avancement des travaux sur son territoire. Bien, le giratoire 111-117, enfin, on ne parle plus juste de voir à aller à faire une annonce, puis après ça, attendre de voir si les budgets sont là. Le contrat est octroyé en 2023, donc on le sait qu'en 2024, les travaux vont débuter pour de vrai. Parmi les réalisations à venir, les travaux du tronçon nord de la route 113 entre Sainte-Terre et Lebel-sur-Quévillon devraient débuter cette année en 2024. La mairesse de Sainte-Terre espérait cette reconstruction depuis un bon moment déjà. C'est sûr qu'avec les feux de forêt de 2023, on s'en doutait là, que les travaux n'allaient pas se faire, puis on comprend aussi. Là. Fait que c'est sûr qu'on est content, par contre, que ce soit en 2024 et que ce ne soit pas dans la planification à plus long terme. Des fois, lorsqu'on ne fait pas un projet, on a de la misère à le rentrer dans la planification. Fait que ça, c'est sûr qu'on est super content qu'ils puissent le faire en 2024 parce qu'il y a eu quand même plusieurs décès sur ce tronçon de route-là. Cette nouvelle somme octroyée par Québec découle d'un investissement de 7 milliards pour améliorer les réseaux routiers à travers la province. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Donc, c'est bien des investissements de près de 177 millions de dollars. Et d'ailleurs, toujours dans les transports, les Témiscabitibiens peuvent voter dès maintenant pour la route la plus exécrable de la région. CA Québec confirme le retour de sa campagne Les Pires du Québec. L'association estime d'ailleurs le déficit d'entretien et de réparation des différentes chaussées de la province à 20 millions de dollars. Et CA Québec est d'avis que son palmarès peut faire une différence pour les municipalités aux prises avec des routes gravement endommagées, mais qui se retrouvent sans aide financière adéquate pour en faire l'amélioration. Et ici, dans la région, la route 113, qui a été nommée à la 8e place l'an dernier, est plutôt un bon exemple de changement que peut apporter une nomination dans le palmarès. L'investissement nécessaire était de 10 millions à 25 millions. Donc, quand même un investissement qui est important. Déjà, quelques kilomètres ont été refaits, là, donc entre Lebel, kilomètre 73 et kilomètre 87 ont déjà été réparés. Il y a vraiment un effet pire route qu'on est capable de constater année après année et c'est vraiment ça l'angle de notre campagne cette année. Et en parlant de travaux, la ville de Rouyn-Noranda planifie actuellement les principaux travaux de réfection de ces rues. Des interventions auront lieu à l'intersection de la 15e rue et du boulevard Rideau, à celle de l'avenue La Rivière et de la rue Gagné, ainsi que sur la rue Monseigneur-la-Tulipe-Est. La réfection de routes dans des quartiers ruraux est aussi prévue, notamment à certains endroits sur l'avenue de l'Église, le chemin des Pourvoiries et durant la Vigne. D'autres endroits seront annoncés plus tard au mois de mai. En politique, le porte-parole du Parti libéral du Québec, responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, André Fortin, était à Rouyn-Noranda aujourd'hui pour parler des besoins en santé et en agriculture. Et cette initiative fait suite au budget provincial qui a été déposé il y a maintenant quelques semaines. Kimberly Hall.
Ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est d'essayer de prendre le pouls, d'essayer de comprendre la réalité, de comprendre les demandes du milieu de la région ici. Je vous avoue qu'on n'entend pas parler assez de l'Abitibi, du Témiscamingue à Québec. C'est une région qui est loin du pouvoir, qui est loin de Québec, puis ces enjeux sont très peu discutés. Mais pourtant, ils sont tellement différents que si on veut donner une réponse positive aux demandes des gens ici, bien, il faut être en mesure de les comprendre, de les entendre, puis de trouver de la meilleure façon possible de les amener à Québec. Ce matin, justement, vous parliez à plusieurs membres de l'UPA. Comment ça a été les discussions avec eux? Très productif, je vous avoue. L'an dernier, là, vous avez vécu une grande sécheresse dans la région ici, ce qui est tout le contraire du reste du Québec. Les demandes par rapport au changement à la financière agricole ne sont pas les mêmes ici. Alors, si on veut être en mesure de vraiment comprendre la réalité de ce que vous avez vécu l'an dernier, mais ce que d'autres régions pourraient vivre cette année, bien, il faut l'entendre de la bouche des producteurs. Puis moi, j'ai entendu énormément de bonnes idées aujourd'hui là, qui vont me permettre, moi, de continuer à parler de la crise agricole, mais de le faire avec une meilleure compréhension de la réalité ici en Abitibi. Il faut adapter nos programmes pour qu'on soit capable de dire, OK, bien, cette année, ça ne marche juste pas, là, on va le faire différemment. Puis c'est un peu ce qu'on demande au ministre de l'Agriculture, c'est de dire, ça presse, il faut le faire, il y a une autre année qui s'en vient, on ne sait pas si elle va être désastreuse, celle-là aussi, mais on ne peut pas se permettre une autre année dans la même façon de faire qu'on a toujours eu. Je pense maintenant à la FIC CISAT en région. Oui. Donc, qu'est-ce que vous avez de planifié comme discussion avec eux? Bien, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'eux voient, parce qu'on entend du gouvernement, honnêtement, ce qu'on entend du gouvernement, c'est que ça va bien, il n'y en a pas trop d'enjeux en santé, les services sont donnés, puis des fois, quand il faut annuler un service, ce qui commence à être fait de plus en plus souvent, bien, on redirige le patient vers Montréal. Mais moi, personnellement, je pense qu'il n'y a rien de pire pour un patient que de devoir quitter sa région pour avoir une chirurgie, surtout si ce n'est pas une chirurgie, par exemple, ou un service qui est vraiment ultra spécialisé. Ça se peut qu'on doive sortir de la région pour quelque chose d'ultra spécialisé, mais pour des choses de tous les jours, pour des choses qu'on s'attend à voir, des soins de cancer, par exemple, on s'attend à pouvoir obtenir ces services-là chez nous, mais pour ça, ça nous prend une main-d'œuvre qui est en nombre suffisant, qui est qualifiée pour le faire. Et j'espère qu'on s'en va dans une direction où on peut retourner des services à la population plutôt que d'en enlever. Moi, la grande réorganisation de Santé Québec, où toutes les décisions sont prises à partir de Québec, ça soulève un énorme drapeau rouge. Alors, j'ai hâte d'entendre ce que les représentants de la FIC ont à nous dire là-dessus. Merci beaucoup pour votre visite aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci. Et alors que l'été approche, Sainte-Germaine-Boulay se voit dans l'obligation d'annuler son camp de jour, faute de moniteurs. Alexandre Cabana s'est justement penché sur l'état des camps de jour dans la région. Il faut juste espérer qu'à un moment donné, il y a peut-être un retour de la disponibilité de la main-d'œuvre, mais je pense que c'est une nouvelle réalité. Si la fin de la pandémie a certainement renforcé l'engouement des parents à inscrire leurs enfants au camp de jour, trouver des moniteurs pour répondre à la demande demeure l'éternel cheval de bataille des camps de jour dans la région. C'est sûr qu'au niveau salarial, on essaie un petit peu de bonifier notre offre. En même temps, on ne peut pas être compétitif avec tous les emplois. Je pense que peut-être que l'offre est plus grande qu'avant, probablement qu'ils ont plus de possibilités d'emploi, puis peut-être que ce n'est pas nécessairement la recherche qu'ils font en premier lieu. La ville de La Sarre se dit prête à accueillir les enfants de Sainte-Germaine-Boulay, un rôle d'accueil qui allait de soi pour eux. C'est par expérience qu'on devrait être capable d'accepter tout le monde. Et c'est un projet qui est déficitaire. Donc. Mais après ça, quand on est une ville-centre, de rejoindre l'ensemble des gens d'Abitibi-Ouest qui, eux, n'ont pas de camp de jour. Il y en a qui en ont, tant mieux. Mais ceux qui n'en ont pas peuvent venir s'inscrire chez nous et on pense pouvoir accepter tout le monde. Tous les intervenants s'entendent, une des clés réside certainement dans la rétention des monitrices et moniteurs. On travaille beaucoup l'attractivité, mais surtout la rétention du personnel par rapport à la reconnaissance, comment ils sont épaulés, comment on peut les outiller adéquatement, puis qu'ils arrivent à se réaliser chez nous. Au niveau des horaires, on a joué avec la durée du camp de jour pour satisfaire nos animateurs. Et oui, on est beaucoup à l'écoute de notre personnel parce qu'on veut que le personnel aussi soit heureux. Il y a aussi la possibilité d'arriver avec un ami aussi, si tu veux travailler avec ton ami en camp de jour, là, c'est vraiment un emploi, c'est ça, là, pour s'amuser avec tes collègues et aussi avec les enfants. Le camp privé Technosciences de Rouyn-Noranda a dû revoir son modèle d'opération en 2022, mais nous a annoncé déjà prévoir reprendre ses activités avec plus d'ampleur. Décidément, les camps de jour ont la cote. C'est pas du tout en mauvaise santé. Je pense que justement, là, les jeunes, ils sont encore très intéressés, les parents aussi, à trouver des activités stimulantes pour leurs enfants. Alexandre Cabana pour RNC Nouvelles.
Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Craignez-vous que les places dans les camps de jour de la région diminuent ?» Vous avez répondu oui à 92 %. Québec exigera des entreprises touchées par les feux de forêt l'an dernier qu'elles remboursent seulement 75 % du prêt ou d'une garantie de prêt visant à les soutenir. Et à ce jour, 165 aides financières ont été octroyées dans le cadre du programme d'appui à la rétention des entreprises stratégiques et à l'aide d'urgence et du programme aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Le gouvernement estime même que les pardons de prêts qu'il accorde représentent une somme de 3,6 millions de dollars. Dans un autre dossier, la ville de Sainte-Terre souhaite l'arrivée permanente d'agents de la faune sur son territoire. Avec la pêche et la chasse qui sont deux importants attraits dans la municipalité, la ville déplore le fait de n'avoir aucun agent présent en permanence sur le terrain. Et selon les dires de la mairie, la situation préoccupe les citoyens qui avancent l'enjeu de la préservation des richesses naturelles. Avec une superficie d'environ la moitié de la Belgique, on estime qu'au moins 3 agents de la faune permanents seraient nécessaires. Le ministère de la Faune est d'ailleurs en plein recrutement et espère combler ses rangs de 28 agents de protection de la faune. Si on peut remplir le bureau de l'agent de la faune de la Sainte-Terre, bien, ça va nous faire plaisir parce que troisième plus grand territoire au Québec, la ville de Sainte-Terre, avec toute la faune qu'on a. Puis, je pense que c'est les yeux, les agents de la faune, je pense que c'est nos yeux pour préserver la forêt, préserver toute la nature. Fait que c'est sûr qu'on a travaillé fort dans le passé à essayer de trouver des gens qui voulaient appliquer, mais on va continuer un peu ces démarches-là pour essayer d'avoir des gens chez nous. Les policiers de la Sûreté du Québec accentuent la pression sur le gouvernement Legault alors qu'ils sont toujours encore sans contrat de travail. À Rouyn-Noranda, plusieurs agents se sont rassemblés cet après-midi devant le poste de la SQ munis d'une casquette rouge. Et l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec considère que les négociations avec Québec doivent s'accélérer, jugeant même que ses membres subiront une pression supplémentaire cet été avec les possibles sinistres dont les crues printanières. On va dans le secteur minier maintenant, puisque c'est bientôt la fin pour la mine Renard dans le nord du Québec. La presse confirme que les installations ont trouvé un nouvel acquéreur après que son propriétaire Diamant Stoneway se soit placé à l'abri de ses créanciers à l'automne dernier. Seulement, les équipements du complexe minier seraient repris, dont le concentrateur, le broyeur ou encore les convoyeurs. La reprise des activités de la mine semble toutefois exclue des plans du futur propriétaire du site. Et on rappelle qu'Investissement Québec et la Caisse de dépôt et placement avaient quand même injecté plusieurs millions de dollars pour assurer la pérennité de la mine Renard. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Bonjour, mon nom c'est Claude Knight. Restez à l'écoute, on va faire la présentation de mon livre En avant la musique. À tantôt. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec invitent les jeunes entrepreneurs de 18 à 39 ans souhaitant se lancer en affaires à faire appel à leurs services. Que ce soit pour de l'aide financière via le programme Stratégie Jeunesse ou pour des conseils, les SADC offrent de l'accompagnement pour l'acquisition, la mise sur pied, l'expansion ou la modernisation d'une entreprise. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Et Stéphanie, c'est confirmé, le festival Alien Fest de La Sarre est annulé.
Oui, triste nouvelle, Mélissa, concernant l'événement qui était censé avoir lieu en juin. Ça a malheureusement été annulé. Écoutez, c'est en raison de tensions entre des commanditaires et des artistes. Il y a plusieurs musiciens qui ont donné leur point de vue sur les réseaux sociaux face à la situation, en mentionnant qu'ils trouvaient ça vraiment dommage de perdre une des scènes alternatives de la région. Moi, en tant que citoyen de l'Abitibi-Ouest, c'est doublement triste parce qu'en tant qu'artiste, c'est triste. Quand on perd des événements, c'est des opportunités qu'on perd. Mais en tant que citoyen aussi, c'est des événements culturels importants qu'on avait en Abitibi-Ouest. Puis de plus avoir ça, c'est sûr que ça va créer un vide dans la scène culturelle. Il va falloir probablement le remplir avec d'autres choses. Heureusement, on a quand même quelques événements pareils, là, mais c'est sûr que le Alien Fest donnait de la visibilité aux scènes contre-culturelles. On n'a pas d'autres événements comme ça en Abitibi-Ouest. Ça avait un peu repris où le Festival des langues sales s'était arrêté. C'était pas tout à fait le même créneau, mais les langues sales s'étaient arrêtées. L'Alien Fest avait commencé relativement dans les mêmes années. Mais là, maintenant, il nous reste le Festivam qui a commencé. On a le Westival aussi désormais qui prend quand même de l'ampleur. Donc, c'est important de prendre soin de nos promoteurs, de les chérir. Puis, c'est des partenaires autant que les artistes d'ici. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe de savoir tout le monde ensemble mettre la main à la pâte pour créer des événements, participer puis être là. Fait que c'est autant d'aller voir des spectacles en tant qu'artiste, autant d'aller voir que de n'en faire. Et Stéphanie, c'est ce jeudi en formule 5 à 7 à la bibliothèque de Rouyn-Noranda qu'a lieu le lancement du livre En avant la musique. Oui, et c'est tellement un beau projet, Mélissa. C'est l'auteur et musicien Claude Knight qui a décidé de créer un roman, et pas n'importe lequel. C'est sur l'histoire de la scène musicale de Rouyn-Noranda. Ça se déroule de 1961 à 1975. On va pouvoir y découvrir dans son œuvre 192 musiciens de la région, 92 groupes également qui ont fait danser l'Abitibi et le Témiscamingue. Je peux vous dire que c'est un livre qui risque de plaire aux mélomanes, mais également de nous rappeler tout plein de bons souvenirs. Moi, j'ai rencontré une personne en 2006 au Salon du livre de Sudbury. Puis il me dit « Hey, Claude Knight, tu devrais écrire un livre sur les musiciens des années 60. » Mais comment écrire un livre sur des musiciens? C'est presque juste une liste. Donc, j'ai inventé une histoire de deux jeunes qui font le tour des salles de danse puis des hôtels. Puis ils vont découvrir tous les musiciens qu'il y a eu de cette époque-là. On peut dire que c'était vraiment la belle époque, qu'il y avait beaucoup de musiciens, beaucoup de groupes de musique ici à Rouyn-Noranda. Ça frappe l'imagination, là. On ne verra plus jamais quelque chose de semblable. Moi, j'ai commencé, j'avais 15 ans. On jouait dans les hôtels. Et puis, quand on prenait notre pause, il fallait aller dans le lobby. On ne pouvait pas rester dans l'hôtel. Fait qu'on se ramassait, là, les quatre petits culs, là, assis sur un banc à l'hôtel. Puis là, on attendait pour aller commencer à jouer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être nostalgiques en lisant votre livre, là. Ah, je pense que oui, parce que aussi, il y a les endroits qui ont probablement oublié. Que je pense au Maroon, au Moulin Rouge, l'Hôtel Radio. Les orchestres, ils venaient de l'Ontario, de New York, ça venait de partout. Et on allait là pour les voir jouer, là, puis on était là. Ah, c'était des musiciens au père, là. On apprenait d'eux autres juste à les voir jouer, là. Je croirais, moi, si je faisais une comparaison, je comparerais au FME. Tu sais, c'est un happening, le FME. Mais ça c'est juste une fin de semaine. Nous, là, c'était à chaque fin de semaine. On sortait de l'école le vendredi soir, on venait ici chez Mignot, on venait chercher nos instruments avec la roulotte. On pactait ça, on s'en allait dans le Témiscamingue. Et puis, le dimanche matin, quand on arrivait, là, il était à 4 heures du matin, on allait à l'école à 8 heures. Ouf! Toutes les fins de semaine, là, quand c'était pas là, c'était à Val-d'Or ou ailleurs. On a tendance à encourager les gens, les Américains puis les Européens. Puis on a tellement de talents ici, il faut exploiter les talents d'ici. Premièrement, il faut que les gens de la région encouragent les artistes de la région. Et pour terminer, l'organisation du rodéo professionnel de la Sarre a dévoilé sa programmation 2024. Au menu, Phil Lauzon sera de la partie, mes amis, avec une édition du chanteur de Luke Combs. On a aussi Deluxe Rodéo Ben qui seront de la partie. Les spectacles sont gratuits. L'événement va se dérouler pour les intéressés du 19 juin au 23 juin. Et je vous rappelle que la vente des billets débute le 19 avril. Un excellent rodéo à tous. Les Huskies sont sur une bonne lancée dans leur série. Ils quittent Rouyn-Noranda avec une avance de 2-0. On vous dit tous les détails après la pause.
Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Huskies quittent Rouyn-Noranda avec une avance de 2-0 dans leur série. Les hommes de Steve Hartley ont bouclé leur week-end d'action avec une victoire de 2-1 samedi à l'Arena Glencore contre les Olympiques de Gatineau. Ils avaient d'ailleurs bien commencé leur début de campagne en blanchissant 4-0 Gatineau la veille. On note quand même les débuts impressionnants en série de 2 joueurs de la meute. Le gardien de but William Rousseau n'a accordé qu'un seul filet en 2 parties et l'attaquant Bill Zonon cumule déjà 4 points, dont 3 buts. Le 3e match de cette série est présenté ce soir à 19h du côté de Gatineau. Et toujours au hockey, les Gaillards grossissent leur rang après une belle saison du côté des Forestiers d'Amos dans la Ligue M18 AAA. Les attaquants Sebani McLean ainsi qu'Isaac Paré se joindront aux Gaillards dès la saison prochaine et viendront aider l'attaque de l'équipe collégiale qui doit dire au revoir à ses finissants. Les dernières places de l'alignement seront comblées avec les camps de sélection qui sont prévus en mai. Et d'ailleurs, toujours possible de s'inscrire via les pages web des Gaillards. Et toujours au sport, la captation du Raid Témiscamingue 2023 sera présentée en grande première le 16 avril prochain au Théâtre du Rift de Ville-Marie. La projection de l'émission sera même diffusée dans plus de 150 pays. Un échange est également prévu avec les producteurs, les organisateurs et les participants sur place. Il y aura également une animation en français avec un service d'interprétation sur place. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Stéphanie, l'hiver n'a pas dit son dernier mot. Et effectivement, pour ceux comme moi qui pensaient que c'était fini pour la neige, bien, je vous annonce que non, c'est loin d'être le cas. Écoutez, en ce qui a trait ce soir et cette nuit, pour l'ensemble des secteurs, on a des ennuagements. Pour l'Abitibi, minimum de -3, minimum de -1. Pour le Témiscamingue, demain au nord, on a de la neige le matin. Puis 60 de probabilité d'averse de pluie en après-midi, maximum de 6 degrés. Au Témiscamingue, c'est de la pluie, mes amis, mêlée de neige. On parle quand même d'accumulation de 5 cm par endroit avec un maximum de plus 2 degrés. Et un aperçu maintenant pour jeudi. C'est nuageux pour l'ensemble des secteurs, encore une fois. Un maximum de +5 pour l'Abitibi, maximum de +3 pour le Témiscamingue. Et on reste positif parce que pour dimanche, on attend quand même 13 degrés. C'est la bonne nouvelle, Mélissa. Ah, merci Stéphanie. Aujourd'hui, on souligne la journée de sensibilisation de l'autisme et pour l'occasion, le clocher de l'hôtel de ville de Val-d'Or est illuminé en bleu afin de souligner cette journée importante. Sur ce, je souhaite de passer une bonne soirée et on se retrouve demain.